Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce premier rendez-vous Corona confinement culturel, un rendez-vous qui aura lieu chaque jour jusqu'à la fin du confinement. Comme prévu, le principe de ces vidéos est de poster chaque jour une vidéo sur un sujet que vous aimeriez voir traité. Alors cette première vidéo traitera de l'histoire en tant que discipline, mais pour les prochains sujets, je vous invite dès maintenant à vous ruer dans les commentaires, à poster un sujet qui vous plairait d'entendre, puisque parmi les 3 premiers sujets proposés par vous, j'en choisirai un. Pour ceux qui n'auront pas eu la chance de proposer assez vite un sujet, n'hésitez pas à mettre un pouce au premier commentaire qui vous plaît le plus. Ça me donnera un petit peu un ordre d'idée de ce que vous aimeriez apprendre. Voilà, c'est parti. Alors, tout d'abord, nous allons parler de ce mot historia. Historia, eh bien, c'est issu du grec ancien et d'un ouvrage principal dans la littérature ancienne qui a été écrit par Hérodote d'Halicarnasse. Cet ouvrage, Historia, a été écrit au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, donc vous allez vite vous y habituer, comme on parle de Grèce antique, je parlerai toujours avant Jésus-Christ. Donc à partir de maintenant, sachez que toutes les dates, sauf précision, sont avant notre ère. Alors, au 5e siècle, donc, au milieu du 5e siècle, un homme, Hérodote d'Halicarnasse, a décidé d'écrire un ouvrage qui s'appelle Historia, qui signifie enquête. Donc avant toute chose, l'histoire, c'est une enquête. Et au début de cet ouvrage, alors je ne le connais pas exactement par cœur, mais voilà ce que nous dit Hérodote. Il nous dit qu'il écrit ces lignes pour présenter à son public ses recherches portant sur les guerres médiques. En fait, il veut relater les grandes actions des hommes pour que ces dernières ne tombent pas dans l'oubli, et relater les faits mémorables des Grecs et des Perses, ça c'est très important, et aussi d'exposer un petit peu les causes qui ont amené ces derniers à s'affronter. Alors, dans cet ouvrage assez particulier, on a tout ce qui fait la base de la discipline historique en tant que science. Je m'explique. Premièrement, il y a 3 choses à retenir dans la discipline histoire, et toutes se trouvent dans cette introduction. 1. Le devoir de mémoire. Il dit qu'il ne veut pas que les actions des hommes se perdent dans l'oubli. Alors on pourrait me dire, ah bah oui, c'est pas le premier à le faire, on a déjà des textes. Avant Hérodote, et avant même les Grecs, d'autres populations ont écrite sur leur passé. Cependant, la plupart des textes anciens, et notamment mésopotamiens, ne sont pas là pour uniquement relater le fait de tous les hommes et de la plupart de la population, mais surtout de relater des faits des rois, des personnages importants de la société. Et évidemment, il y a un parti pris. Et d'ailleurs, ça c'est la deuxième force d'Hérodote. Dès le départ, il nous dit qu'il veut relater les faits mémorables des Grecs et des Perses. Donc il y a une volonté d'objectivité dès le départ. On souhaite tout simplement présenter les deux parties et sans pour autant favoriser l'un ou l'autre dans la mémoire des hommes. Ça, c'était un élément très important, puisque avant cela, par exemple dans les chroniques portant sur Darius, sur Cyrus le Grand, eh bien, ces chroniques, pour parler juste du monde perse, ces chroniques vont évidemment commémorer les grandes victoires des grands rois, des rois, tout en mettant un petit peu de côté les petits déboires. Donc ça, c'est le deuxième avantage de la proposition d'Hérodote, et qui va faire que ça va devenir une discipline historique. Le troisième fait important, eh bien, c'est celle de vouloir expliquer les causes. Et en expliquant les causes, on explique petit à petit les conséquences de ces dernières. Eh bien, ça aussi, c'est à la base de la discipline historique. Faire une recherche en amont, avant d'écrire, une recherche importante, pas seulement pour dire, ben voilà, un tel a fait ci, un tel a fait cela, mais plutôt pour dire, eh bien, voilà, avant cet événement marquant, il y avait telle personne qui préparait ceci, et à cause de cela, ce fait eh bien, a eu lieu. Et après cela, eh bien, les hommes n'ont plus été les mêmes. Donc, cause, fait et conséquence. Alors, ça c'est très novateur, et ça s'inscrit dans le renouveau de littérature que connaît le monde grec au 5e siècle. Alors je vais devoir présenter très succinctement pourquoi Hérodote écrit cela à ce moment-là, et pourquoi ce texte a été marquant. Puisque avant Hérodote, on a d'autres personnages, comme par exemple Homère, Hésiode, qui ont écrit des ouvrages. Alors on ne sait pas si Homère est un seul personnage, mais peu importe, ont écrit des ouvrages
fondamentaux pour la culture grecque. Et ces derniers parlent, on pourrait penser, d'histoire. D'histoire dans le sens du passé. Le problème, c'est que derrière tout cela, il y a un aspect très mythologique, il y a une volonté pédagogique d'instruction des masses grecques, et finalement, on n'a pas ces trois aspects, l'oubli, on n'a pas l'aspect objectif, et on n'a pas l'explication des causes dans ces ouvrages. En plus de cela, ils sont issus pour la plupart d'une tradition orale. Et d'ailleurs, Hérodote ne va pas réussir à se dépéguer de cette tradition, puisque lui-même, dans son récit, va garder des formulations très oraliennes, si je puis dire, et va s'enfermer un petit peu dans un style qui vont l'empêcher finalement d'accomplir ses propres objectifs. Je m'explique. Pendant l'ouvrage, Historia, Hérodote, petit à petit, au début, il explique les causes et les conséquences, ayant mené les Grecs et les Perses à se faire la guerre, mais progressivement, il va glisser et il va relater principalement les faits des hommes grecs, et sans s'en rendre compte, il va les encenser. De plus, il est friand d'anecdotes, il aime relater plein d'anecdotes qui vont permettre d'enrichir le récit, de créer des rebondissements. Il va avoir des formules littéraires qui sont issues du milieu oral, il y a eu des études très importantes, notamment chez les philologues, pour voir qu'est-ce qui était du domaine de l'écrit et qu'est-ce qui était du domaine de l'oral chez Hérodote, et on se rend compte qu'en fait, Hérodote, avant d'écrire son ouvrage, il a très probablement raconté son Historia à l'oral, dans divers lieux de la Grèce élargie, puisqu'il a fini sa vie en Grande Grèce, et progressivement, eh bien, il a glissé vers l'oralité au sein de son ouvrage. Alors pourquoi il se met à écrire, ça je ne l'ai pas encore dit, excusez-moi, on est un peu en live, alors il va falloir s'y habituer, je vais beaucoup digresser sur la Grèce, c'est normal, blague de merde, excusez-moi. Et en fait, pourquoi il écrit? Eh bien tout simplement parce qu'il y a eu un événement marquant dans l'histoire grecque, et lui il a compris, c'est sans doute pas le seul à son époque, c'est la confrontation entre les Grecs et l'Empire achéménide, l'Empire des Perses. Cette confrontation, qui pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo, si vous le désirez, eh bien, a marqué le monde grec, puisqu'il y a eu un avant et un après. Avant cela, la plupart des cités-États grecques se faisaient des guerres intestines ou faisaient des guerres à des adversaires un petit peu disséminés dans toute la Méditerranée. En gros, il y avait un effort de colonisation, qui n'était pas forcément que guerrier d'ailleurs, pareil, ça pourrait faire l'objet d'un sujet, et pendant cette colonisation, ils ont affronté des adversaires. Mais ils n'ont jamais été confrontés culturellement, d'une manière globale, face à une autre civilisation, et surtout, ils n'ont pas été menacés d'extinction. Puisque quand l'Empire achéménide décide d'envahir la Grèce, eh bien, dès la première guerre médique, il y a la possibilité que le monde grec disparaisse, soit complètement assimilé par l'Empire perse. Et durant la deuxième, c'est encore plus probant puisque l'Empire achéménide va mobiliser des forces disproportionnées par rapport aux cités-États grecques. Donc ça, c'est quelque chose qui va être très marquant. En plus de cela, pour la première fois, les cités-États grecques vont faire ce qu'on appelle une symakia, c'est-à-dire une alliance entre les cités pour lutter face à un ennemi commun. Et suite à cela, les Grecs vont être marqués à jamais et vont avoir peur du retour des Perses. Et ça va changer le cours de l'histoire grecque. Ça, Hérodote le comprend et il veut en parler. Mais finalement, c'est Thucydide qui va réussir à développer réellement cette discipline historique. On dit souvent que Hérodote est le père de l'histoire. Mais si c'est le père de l'histoire, eh bien, il faut savoir que ce père avait une manière de raconter l'histoire un petit peu à lui, subjective finalement. Et c'est Thucydide qui, pour la première fois, va vraiment écrire un ouvrage historique. Alors Thucydide, c'est un homme qui a vécu à la fin du 5e siècle, qui va parler des guerres du Péloponnèse. Alors les guerres du Péloponnèse, c'est un autre type de conflit, complètement différent, qu'ont connu les Grecs dans l'Antiquité. C'est un conflit entre Grecs. Et alors pas seulement entre deux petites cités, mais entre deux ensembles de cités-États qui se sont rassemblés dans des coalitions. Elles sont issues de la volonté d'Athènes d'unifier le monde grec afin, encore une fois, de se prévenir, de se préserver d'une invasion future des Perses et d'être assez puissant pour le faire. Comme je vous l'ai dit, cet empire perse a bouleversé l'histoire grecque. Et après cela,
les Athéniens vont tenter d'avoir l'hégémonie sur l'ensemble du monde grec, hégémonie donc c'est-à-dire de dominer les autres cités, afin de les rassembler derrière elles, évidemment, hein, et pour sa plus grande gloire, et afin de pouvoir vaincre les Perses si ces derniers revenaient. Thucydide, il comprend lui aussi que c'est un conflit très particulier, puisque ce conflit, au lieu de durer 1 an, 2 ans, il va s'éterniser. Hein, et cette guerre du Péloponnèse va être terrible, ça va être une guerre totale, les Grecs vont sortir de leur guerre rituelle, pareil, hein, ça pourrait faire l'objet d'un sujet. Je vous propose plein de sujets comme ça, un petit peu à la volée, hein, dans cette première vidéo. Et pendant cette guerre du Péloponnèse, les cités vont se faire une guerre atroce, totale, fratricide, qui va progressivement mener le monde grec à sa perte. À la fin de cette guerre, où les deux grandes cités qui menaient les coalitions Sparte et Athènes, où Sparte triomphe d'Athènes, eh bien à la fin de cette guerre, Thucydide comprend que le monde grec ne sera plus jamais le même. Et d'ailleurs, dans son ouvrage, il ne cherche pas à flatter un côté ou l'autre. Pourquoi? Alors certains disent tout simplement parce que c'est un Athénien, oui, mais pourtant il ne soutient pas forcément les Athéniens. Alors on dit que c'est parce que c'est un aristocrate qui soutient les Spartiates, et donc il aime bien le régime un petit peu oligarchique et aristocratique des Spartiates. En fait, tout simplement, Thucydide, c'est un homme de son temps, il savait très bien que les alliances pouvaient changer, basculer, que les gouvernements pouvaient tomber ou se relever, et il a décidé d'écrire vraiment d'un point de vue objectif, et surtout d'aller chercher des informations très précises. Thucydide, par rapport à Hérodote, cite ses sources. Il dit un tel m'a dit cela. D'accord? Et pareil, ça c'est un autre élément de l'historien, il doit citer ses sources pour progressivement avancer dans la discipline historique. Et après lui, eh bien, on va dire que la mode était lancée, puisque par exemple un de ses successeurs les plus proches, Xénophon, va écrire des ouvrages de la même manière que lui le faisait. Donc je ne vais pas m'éterniser sur tous les historiens du monde grec, hein, puisqu'on pourrait aller jusqu'à Polybe, Diodore de Sicile, on pourrait parler même du monde romain, et puis de tous les historiens de l'histoire. Ce n'est pas l'objectif. Le but, c'est de comprendre que cette discipline historique, elle est née dans le monde grec au 5e siècle avant notre ère. Alors, en gros, là-dedans, il y a plusieurs choses à retenir. 1. Le devoir de mémoire. 2. La recherche d'objectivité. Et 3. Eh bien, expliquer les causes pour comprendre les conséquences. Et enfin, pour faire cela, la démarche historique doit s'appuyer sur des sources. Alors maintenant, je vais vous présenter un petit peu les différentes sources qui existent. Dans l'histoire classique, la première des sources, finalement, c'est l'oral. Finalement, Thucydide et Hérodote ont pu avancer et créer leur récit en rassemblant des témoignages. Ça pourrait s'apparenter à du journalisme. Et finalement, Historia, l'enquête, n'est ni plus ni moins qu'une enquête journalistique faite a posteriori. On ne va pas relater les faits petit à petit, on va les relater après que les faits aient eu lieu. Thucydide, qui va inclure une chronologie très stricte dans son récit, nous montre bien qu'il va prendre des témoignages, il va les ordonner, et il va progressivement reconstituer ce qui s'est passé pour l'expliquer à son public. Donc, la première chose, c'est collecter des informations, et notamment des informations orales. Progressivement, l'histoire va évoluer, et on va surtout s'appuyer sur les écrits des prédécesseurs, des anciens historiens. Et c'est pourquoi, par exemple, dans le monde grec, on va beaucoup citer Hérodote et Thucydide. C'est pour ça qu'on considère les deux un petit peu comme les pères de l'histoire. Donc l'historien va chercher des sources, et ces sources vont s'appuyer sur des anciens écrits. Donc finalement, c'est pour ça qu'on dit souvent l'histoire commence avec l'invention de l'écriture, puisqu'on a les premiers témoignages d'anciennes civilisations. Le problème, c'est que ces témoignages, il ne faut pas les prendre tels quels. Si vous prenez un récit, par exemple, des grands rois de l'Empire achéménide, eh bien, on pourrait croire en fait que c'était des dieux tout-puissants qui faisaient la guerre tout seuls et qui pouvaient écraser l'ennemi à la seule force de leur biscotto. Évidemment, ce sont des emphases qui veulent montrer la puissance du souverain, mais qui témoignent tout de même d'une volonté, à un moment T, de cet empire, de s'étendre dans une zone, et on va essayer de chercher d'autres indices pour corroborer ces écrits. Donc ça, c'est l'aspect histoire, étude des textes, qui doit être complété finalement, pour faire une bonne étude historique, par l'archéologie. Donc ça, c'est un petit peu le deuxième versant de l'histoire, de la discipline historique. Alors aujourd'hui, à la fac, on sépare histoire, archéologie et histoire de l'art.
vous en faites pas, j'en reparlerai très bientôt, mais ça n'a pas vraiment de sens, puisque normalement toutes ces disciplines sont liées ensemble, puisqu'elles veulent parler du passé, et elles ont tout intérêt à se compléter. Alors, par exemple, pour reprendre mon exemple des Perses et d'un écrit perse euh, lambda parlant d'une conquête d'un grand roi, on va vérifier d'un point de vue archéologique si dans telle zone, en effet, il y a des témoignages à cette période, donc dans les strates archéologiques, s'il y a des témoignages du passage de ce grand souverain dans la zone, ou du moins du monde perse. Et s'il y a un changement dans l'architecture, si on retrouve des objets qui pourraient témoigner de cela, des destructions attestant de conflits dans cette zone correspondant au texte. Donc l'archéologie, c'est une autre discipline, évidemment, tout à fait à part, très complète. Certains qualifieraient de plus scientifique, puisqu'on va avoir des procédés très proches des sciences dites dures, notamment d'un point de vue stratigraphique, test, carbone 14 et tout cela. Mais l'archéologie, c'est surtout un outil permettant d'expliquer le passé. Et en ce sens, elle fait partie à part entière de la discipline qui est l'histoire. Enfin, l'histoire de l'art va permettre de compléter tout cela. L'histoire de l'art, c'est une autre discipline qui s'intéresse aux témoignages iconographiques, aux représentations venant du passé, et l'étude de ces dernières. Cette étude va permettre progressivement d'éclairer sous un nouveau jour ces sociétés. Et elles vont s'appuyer, elles aussi, sur l'archéologie et sur les sources textuelles. Ce que je veux bien qu'on retienne dans cette vidéo, c'est que histoire, archéologie et histoire de l'art sont liés ensemble et sont indispensables pour expliquer des faits du passé. Et c'est principalement sur ces trois disciplines que je vais m'appuyer. Et pour les lier, en tant qu'historien, eh bien, j'ai une méthode privilégiée qu'on pourrait appeler l'archéologie expérimentale, ou plus simplement l'expérimentation gestuelle. Alors ça, c'est une dernière méthode que j'ai envie de vous présenter, outre les méthodes comparatives permettant de lier anthropologie et histoire, sciences économiques et histoire, philosophie et histoire, que sais-je et histoire, peu importe. Donc on peut prendre des apports de toutes les sciences pour parler d'histoire, pour expliquer un phénomène passé. Mais il y en a une qui m'est chère, et qui est chère à l'association Somatophilac, très probablement via laquelle vous connaissez ces vidéos à présent. Eh bien, c'est celle de l'archéologie expérimentale, qui s'appuie sur l'expérimentation gestuelle. Alors ça, c'est une discipline un peu particulière. Son objectif est de reproduire des objets du passé, donc collectés via l'archéologie. On les reproduit au plus proche de l'identique, donc ça, c'est ce qu'on appelle de la reconstitution, plutôt de la reproduction historique. Ensuite, avec cela, on va faire des tests et des expérimentations gestuelles qui s'appuient sur des indices issus des sources textuelles, de l'archéologie et de l'histoire de l'art. Quand on a collecté toutes ces sources, on forme des hypothèses, et à partir de ces hypothèses, on va expérimenter. Alors, cette discipline est née principalement chez les préhistoriens, puisque les pauvres, malheureusement, manquaient un petit peu de sources, et donc très vite ont dû commencer à tester. Pour prendre l'exemple le plus connu, notamment chez André Leroi-Gourhan, on va prendre des silex, et on va essayer de comprendre comment on les taillait, et pour ce faire, on va le faire. Et attention, c'est pas juste on fait un test et voilà, c'est comme ça que ça se fait. Non, on va répéter l'expérience, on va collecter les informations, les déchets qui sont produits après cette expérimentation, et après, on va analyser les données que l'on aura collectées pour revenir sur notre hypothèse, développer un raisonnement, relire les sources, re-questionner ces dernières, avant de repartir dans un processus d'expérimentation. Donc c'est un petit peu un cercle vertueux qui permet progressivement à l'historien du geste, on peut le dire ainsi, d'avancer dans différents domaines, l'artisanat, la guerre, la fabrication des textiles, ou même certaines disciplines très politiques, comme par exemple l'invention de la démocratie dans le monde grec. Comment c'est arrivé? Par exemple, moi, une de mes thèses en tant qu'historien, c'est que c'est lié à l'apparition de la phalange. Merci pour les volets derrière. Bon, bref. Je vais finir cette vidéo qui malheureusement s'éternise. Finalement, j'avais dit 10-15 minutes. Il va falloir vous y habituer. Je suis déjà presque à 20 minutes. Donc, je vais m'arrêter là pour cette présentation de l'histoire. N'hésitez pas à venir demain écouter cette vidéo, encore une fois, à 19 h. Je rappelle, sur la page des somatophilacs, pendant cette période de confinement aussi, à 13 h chaque jour, vous aurez des petits entraînements un peu fun
sportifs présentés par chacun de nos membres qui s'entraînent comme ils peuvent pour la future saison chez eux, en période de confinement. Et moi, de mon côté, eh bien, j'attends votre proposition de sujet. À demain!